Bienvenue sur ma chaîne d'analyse où j'analyse d'autres histoires pour mieux écrire les miennes. Qui ne connaît pas Titanic? Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un, une seule personne, qui ne connaît pas ce chef-d'œuvre ou qui l'a détesté. Cette histoire est marquante, inoubliable, et pour cause, la mort de Jack est la mort la moins acceptée de toute l'histoire du cinéma. Encore aujourd'hui, en parcourant le web, je trouve des théories expliquant pourquoi Jack n'aurait pas dû mourir le soir du naufrage du Titanic. Et pourtant, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il a détesté Titanic à cause de la mort de Jack. Dans cette vidéo, nous allons sérieusement nous demander pourquoi cette histoire est inoubliable et pourquoi cette fin l'a rendue grandiose alors qu'il s'agit clairement d'une trahison du scénariste. Et en analysant le pourquoi du comment, James Cameron nous donnera une des clés qui nous permettra d'écrire des histoires inoubliables. Pourquoi est-ce que Jack devait mourir ? Il ne suffit pas de tuer un personnage pour rendre une histoire inoubliable. Bon nombre d'auteurs s'y sont essayés et se sont cassés les dents. Regarder Titanic est du coup pour moi comme regarder une bonne masterclass d'écriture créative. J'ai tellement appris simplement en regardant Titanic que j'ai peur que la vidéo dépasse les 20 minutes. En même temps, elle dépasse souvent les 20 minutes. Bref, comment écrire une histoire marquante pour son lecteur, une histoire inoubliable, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et commençons tout de suite par les idées reçues que je vais tenter de débattre, comme d'habitude, dans cette vidéo. Comme souvent dans mes vidéos, je fais la guerre aux idées reçues. Celle que j'ai choisie aujourd'hui me berce encore car je ne crois pas qu'elle puisse être abolie. Il s'agit de la règle d'or de l'écriture qui dit qu'à la fin d'une histoire, toutes les promesses doivent être tenues, tous les fils d'intrigue doivent être résolus, tous les mystères révélés. Évidemment, la preuve en est puisque James Cameron l'a fait, il est possible de rompre une promesse. Donc du coup, cette idée reçue, pour moi, n'est pas complètement vraie, mais elle n'est pas fausse non plus. Énormément d'auteurs ont rompu des promesses et se sont fait lyncher. Pour moi, avec Titanic, James Cameron nous apporte la preuve qu'il est possible de briser une promesse, mais pas n'importe comment. En tentant d'analyser ses méthodes, on va tenter de comprendre comment il a fait. Mais ce que j'ai pu observer en comparant à d'autres œuvres, eh bien, c'est que certains gens s'y prêtent plus que d'autres. Les œuvres humoristiques de type Les Simpsons en ont fait une véritable signature. Souvent, dans un même épisode, ils commencent par un sujet et finissent par un autre. Mais peut-on vraiment dire qu'ils rompent une promesse ? Je rencontre ce format aussi dans les films d'horreur un peu fantastiques où on repart parfois avec encore plus de questions à la fin qu'au début. Je pourrais vous parler des heures et des heures des contre-exemples bons et mauvais de cette règle. Mais je préfère encore vous parler de l'exemple de Titanic car c'est cet exemple qui va nous donner une très bonne piste de réflexion quant à la bonne façon de rompre une promesse. En tuant Jack, James Cameron a rompu une promesse, celle de l'histoire d'amour de Rose et Jack. Mais alors, si James Cameron a rompu une règle d'or de l'écriture, pourquoi est-ce que ce film est considéré comme un chef-d'œuvre ? Alors qu'à contrario, la fin de Game of Thrones a été vécue comme une véritable trahison, et les deux réalisateurs de Game of Thrones se sont fait lyncher sur la toile, alors que James Cameron l'a fait avec Jack et qu'il a reçu 11 Oscars. Tellement de questions en suspens, le sujet me passionne, mais avant de vous parler de Titanic, essayons de définir exactement ce qu'est une promesse d'auteur. Une promesse d'auteur, eh bien, c'est quelque chose qui me paraît à la fois très concret et très abstrait. Parfois, ça va être super logique parce qu'il s'agit par exemple d'un objet qui a disparu. Eh bien, si dans cette histoire, on ne recherche pas ou on ne retrouve pas cet objet à minima, eh bien, on se sentira floué. C'est pareil, si quelqu'un meurt assassiné et que personne ne recherche le coupable, ou même que personne ne se pose la question mais qui a tué cette personne, eh bien pour moi, c'est rompre une promesse. Quand on se demande qui a tué Pamela Rose ou où est l'objet disparu, eh bien il n'y a qu'une seule réponse possible. Elle a été tuée par lui ou par elle ou par eux, et dans le cas de l'objet, eh bien l'objet a été volé par ou caché à tel endroit. Mais lorsqu'il s'agit de choses plus humaines, eh bien il y a plusieurs options possibles et là ça devient beaucoup plus abstrait. Dans le cas de Titanic, effectivement, Jack et Rose vont-ils finir ensemble? Eh bien, il y a deux réponses possibles. Oui ou non. Dans ce cas, pour moi, la réponse se trouve dans ce que vous faites espérer au lecteur.
Pour savoir si vous avez rompu une promesse, il faut tout simplement vous demander ce que vous avez fait décidément. Si vous voulez savoir si vous avez rompu une promesse, eh bien, il faut tout simplement vous demander ce que vous avez fait espérer au lecteur. Je vais y arriver. Si vous vous demandez si vous avez rompu une promesse, il faut tout simplement vous tourner vers ce que vous avez fait espérer au lecteur. Par exemple, si vous créez une histoire et que vous faites espérer au lecteur que deux personnages soient ensemble, mais que le sort s'acharne contre eux, finalement, vous les mettez véritablement ensemble, eh bien le lecteur sera logiquement satisfait puisque tous ses espoirs seront comblés. A contrario, si après leur avoir fait vivre l'enfer, ils sont séparés, eh bien vous brisez son espoir, donc vous brisez la promesse que vous lui avez faite, et là, effectivement, le lecteur sera extrêmement frustré. C'est ce qui s'est passé dans Titanic lorsque Jack est mort. Pour moi, ce qui a fait la réussite de Titanic malgré la trahison de James Cameron, c'est le fait que l'histoire ne s'arrêtait pas à la mort de Jack, mais que justement, la mort de Jack a donné corps au message que James Cameron avait à faire passer à ses téléspectateurs. En gros, en comprenant que James Cameron avait un message à faire passer qui était beaucoup plus grand que la mort de Jack, eh bien, on lui pardonne à moitié le fait qu'il nous ait coupé l'herbe sous le pied. Les pieds. La promesse est le plus grand espoir qu'aura votre lecteur en lisant le livre. C'est le Graal qui lui fait tourner les pages. C'est carrément le truc qu'il fait qu'il va lire le livre jusqu'au bout. Donc si vous lui coupez l'herbe sous le pied, il faut une très très bonne explication. Si vous ne lui donnez pas satisfaction en répondant à son désir, eh bien il va se demander s'il a lu ou il a regardé votre œuvre pour rien. Dans Titanic, et sans jamais rien nous dire, les promesses se mettent en place d'elles-mêmes. On sait parfaitement que le Titanic va couler, reste à savoir quand. Imaginez seulement qu'on regarde le film et qu'il n'y ait jamais de naufrage, que le film s'arrête juste quand le bateau heurte l'iceberg. Ce serait vraiment n'importe quoi. La promesse entre Rose et Jack prend forme de la même façon, puisqu'en nous montrant Jack et Rose en parallèle, sans rien nous dire de plus, on commence doucement à espérer qu'ils se rencontrent. Mais lorsque Jack observe Rose depuis le ponton inférieur, la promesse est actée. On souhaite de tout notre cœur que Jack épouse Rose, lui fasse des bébés, bref, on veut la totale. Et après ça, si dans Titanic, ils ne se rencontrent jamais, on se sentirait vraiment trahi. On se demanderait pourquoi est-ce qu'on nous montre toutes ces scènes s'il n'y a pas de but derrière. Mais trêve de blabla, essayons plutôt de savoir comment est-ce que James Cameron a créé un chef-d'œuvre en rompant une promesse. Et pour ceux qui ne connaissent pas Titanic, ou ceux qui ne s'en rappellent plus trop, résumons. Titanic raconte l'histoire de Rose. On rencontre donc Rose une fois vieille, en train de faire de la poterie devant la télé, et elle entend parler du cœur de l'océan qu'ils sont en train de rechercher dans l'épave du Titanic. Elle décide d'appeler ses chercheurs et une fois sur place, elle va leur raconter son histoire. Rose est une aristocrate qui embarque sur le Titanic avec sa mère et son fiancé richissime. On découvre que la mère de Rose la force à épouser Cal, alors que c'est un enfoiré, tout ça pour retrouver la fortune qu'elle a perdue après la mort de son mari. D'un autre côté, nous rencontrons Jack, un artiste sans le sou de 22 ans qui gagne sa place sur le Titanic au poker et tombe sous le charme de Rose dès la première seconde où il la voit. Insouciant et rêveur, Jack est un bienheureux. Il se fie à son instinct et je ne sais pas dire si ça lui réussit bien. Comme son ami nous l'a gentiment expliqué, Jack et Rose, c'est carrément mission impossible. Et pourtant, il va bel et bien la rencontrer puisqu'il va lui sauver la vie. Ne faites pas ça. Par la suite, grâce à ses talents, James Cameron va nous faire espérer de tout cœur que ces deux-là finissent ensemble. Déjà parce qu'on adore espérer en l'impossible, ensuite parce qu'on découvre que Rose a été littéralement vendue. Cal l'humilie en permanence et sa mère n'a de cesse de lui rappeler qu'elle doit tenir sa place de femme soumise. Tu sais qu'il n'y a plus d'argent. Ton mariage assurera notre survie. Comment peux-tu être aussi égoïste? C'est moi qui suis égoïste? Rose disait que le Titanic était le paquebot de rêve, mais pour elle, c'était un négrier qui la ramenait enchaînée en Amérique. C'est dire à quel point elle se sentait emprisonnée. Rose est déprimée et face à l'inexistence du libre arbitre dans sa vie, face à une vie où elle n'existe pas, elle décide d'en finir. Et c'est ainsi que Jack lui sauve la vie pour la toute première fois.
Ensuite, il n'aura de cesse de lui ouvrir les yeux sur la situation qu'elle est en train de vivre et de la faire grandir. Et c'est ainsi que la magie de la promesse prend forme. Souvenez-vous, une promesse, c'est un accord tacite, quelque chose que vous allez faire espérer au lecteur. Il prend la forme d'une question et chaque scène que vous mettez en place fera le lecteur espérer plus fort que la promesse se réalise. Raison pour laquelle on jubile quand nos tourtereaux font crac-crac dans l'automobile. Mais ensuite, tout bascule. Le Titanic heurte l'iceberg au moment où notre promesse se concrétise. Je m'enfuirai avec toi. C'était d'ailleurs le meilleur moment pour le faire, parce qu'on savait parfaitement que le Titanic allait couler, mais l'histoire d'amour naissante entre Jack et Rose nous l'a fait complètement oublier. Peu après, Cal fait croire que Jack a volé le cœur de l'océan Rose, tu sais que je n'ai pas fait ça, Rose. Rose. et il est enfermé au plus proche de la déchirure de la coque. Rose le sauve, heureusement, mais après que le Titanic est sombré, Jack meurt d'hypothermie, accroché à la porte sur laquelle Rose était allongée. Jack. Et quand on se remémore tout ça, il est très facile de comprendre pourquoi la mort de Jack est si peu acceptée. Parce qu'on a beaucoup trop galéré avec leur love story. Entre la mère et le fiancé qui mettent la pression et maltraitent Rose, Jack qui se fait boycotter par les riches, et pile au moment où ils réussissent à être ensemble, eh bien le Titanic coule. On voit même Rose sauter pour rejoindre Jack alors qu'elle aurait pu être sauvée, puis être coursée par l'ex en furie, et tout ça pour perdre l'amour de sa vie. Merde, putain. La frustration est haute et c'est justement pour ça qu'il devait mourir. Cette sensation d'injustice, ce goût amer sous la langue, c'est exactement ce qui nous a marqué au fer rouge, mais pas que. Lorsqu'on continue et qu'on voit Rose survivre, qu'on la voit changer de nom et fuir son ex, on comprend qu'en fait, James Cameron avait un autre message à nous faire passer, un message qui n'aurait jamais existé si Jack était resté en vie. Titanic ne raconte pas l'histoire d'un bateau qui coule, ni d'un artiste qui tombe amoureux d'une aristocrate, mais d'une aristocrate déprimée, sauvée par un artiste qui réapprend à s'aimer et à vivre. Titanic raconte l'histoire de Rose et uniquement de Rose. Pour preuve, avez-vous vu une seule fois la chambre de Jack? Savez-vous seulement ce qui le préoccupe, s'il mange à sa faim ou même s'il dort? Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était pauvre, qu'il aimait Rose et qu'il était libre comme tout le monde rêve de l'être. Rose, elle, était une femme magnifique, enfermée dans une cage dorée qui détestait sa vie. Et de ça, James va nous fourrer tout un tas de symboles sous les yeux pour nous rappeler qu'elle est l'esclave de son statut social. Vous devriez lui couper sa viande tant que vous y êtes, Cal. Le diamant bleu en est pour moi le symbole ultime, et je me rappelle encore de la façon dont il lui a donné ce bijou et la façon dont elle l'a regardé, comme si ce cadeau venait de sceller un pacte et qu'elle en payait le prix de sa vie. Rose disait de ce diamant que c'était une pierre froide, un cœur de glace, et qu'après toutes ces années, elle pouvait encore sentir le contact autour de son cou, comme une laisse pour chien. Donc Titanic nous parle de la transformation de Rose et non pas de celle de Jack. Son rôle à lui, c'était d'aider à la transformation de Rose et une fois sa quête accomplie, eh bien, il meurt. Mais juste avant de mourir, il fait Rose lui promettre de survivre. Je t'aime, Jack. Ne fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Tu vivras longtemps. Et tu vas faire plein de bébés. Et tu vas les voir grandir. Et tu mourras très vieille, bien au chaud dans ton lit. Pas ici. Pas cette nuit. À présent, promets-moi que tu vas survivre. Que tu n'abandonneras jamais. Jamais. Même si ça a l'air sans espoir. Promets-le-moi maintenant, Rose. Et n'aurons jamais cette promesse. À travers cette promesse, on comprend que Jack ne l'a pas juste sauvée du suicide ou du naufrage, mais va la forcer à se sauver elle-même face à sa vie entière. La mort de Jack a été calculée au millimètre près. Il a dit exactement ce qu'il devait dire au moment où il devait le dire. Et le pire, c'est que ça ne paraît même pas calculé parce qu'il a dit sa grande tirade pleine de promesses juste après que Rose lui ait dit un « je t'aime » qui ne lui a pas plu.
Un je t'aime qu'il refuse parce que ça pue l'adieu tout pourri. Il a senti que Rose abandonnait, qu'elle était en train d'abandonner et qu'elle était en train de lui dire adieu. Imaginez seulement que Jack soit tombé d'une rambarde ou qu'il se soit noyé dans la coque du bateau quand il a été enfermé après avoir été accusé d'avoir volé le diamant bleu. Ça n'aurait jamais eu le même sens, la même profondeur, la même force. Et là, franchement, si Jack était mort comme ça, je l'aurais hyper mal pris, quoi. Franchement, ce serait vraiment du foutage de gueule. On se serait dit, tout ça pour ça? C'est quoi le but de ce film au final? D'ailleurs, je souligne que Jack est un personnage super profond. Il arrive à voir dans les gens ce que les gens eux-mêmes ne voient pas en eux. Il a vu Rose très clairement dès le départ et je pense que c'est ce qui a le plus touché Rose parce que elle avait la sensation que personne ne la voyait. Le rôle de Jack était d'aider Rose à se sauver elle-même. Ce n'est pas à vous de me sauver, Jack. Vous avez raison. Vous seul pouvez le faire. C'était bel et bien à Rose qu'il revenait de prendre la décision de se sauver elle-même. Et elle prend cette décision après la mort de Jack. Elle choisit la vie là où au début du film, elle avait choisi la mort. Et quand on regarde le monde dans lequel allait vivre Rose sans son Jack, on comprend parfaitement le véritable message que James Cameron souhaitait nous faire passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte dans lequel vit Rose. On est en 1912. En ce temps-là, les femmes avaient peu de liberté. Elles n'avaient pas le droit de signer un bail ou un contrat de travail sans l'accord écrit du mari, ni de divorcer, de prendre un contraceptif ou d'avorter. La liste des métiers autorisés à être pratiqués n'était pas bien longue. Couturière, teinturière, femme de ménage, vendeuse, secrétaire, cuisinière, institutrice, prostituée. Et bien sûr, il existait un salaire féminin bien inférieur à celui des hommes. La norme à l'époque était d'être femme au foyer. Quitter Cal était pour Rose un suicide social et financier. Au revoir, maman. Elle s'est retrouvée seule, sans argent, sans famille, et la preuve en est, puisqu'on la rencontre une fois vieille, elle y est arrivée. Jack devait mourir, ou sinon James Cameron ne nous aurait jamais délivré son message. Imaginons une autre fin où Jack survit et monte sur la planche, sur la porte avec Rose. Une fois en Amérique, ils s'enfuient ensemble, se marient, font des bébés. C'est génial, mais qu'est-ce que ça raconte au juste? Qu'une femme s'en sort encore grâce à son amoureux sur un léger fond de lutte de classe sociale? En faisant mourir Jack, c'est vrai, James nous a brisé le cœur. Mais en faisant Rose survivre, eh bien, James nous a prouvé la badass qu'elle était et il a fait passer son histoire d'amour interdit sur fond de lutte de classe sociale à un message profondément féministe de libération de la femme en 1912. L'ultime symbole de ce message, c'est le diamant bleu. Rappelez-vous, ce diamant est un cadeau de Cal, offert à Rose sur le Titanic pour prouver à quel point il est riche et à quel point il lui appartient. J'ai fait mes propres recherches et à l'époque, ce diamant ne valait pas moins de 20 000 euros. Aujourd'hui, le prix d'un de ces diamants avoisine les 24 millions d'euros. Imaginez seulement la force qu'il a fallu à Rose pour ne pas le vendre alors qu'elle avait les poches vides en arrivant aux États-Unis. Elle savait qu'il valait beaucoup d'argent. Rose l'a gardé symboliquement et lorsqu'elle le jette négligemment à l'eau, ce geste prend d'un coup beaucoup de signification. Déjà le fait que pour elle, l'argent n'achète pas le bonheur, mais aussi qu'elle a réussi à se libérer de la prison dorée dans laquelle elle avait été enfermée toute sa vie. Jeter ce diamant inestimable à l'eau était comme un pied de nez qu'elle a fait à Cal, à sa famille, et qui est venu appuyer à la fois le choix qu'elle a fait, mais surtout le choix de James Cameron, de nous montrer, encore une fois, la puissance du message qu'il souhaitait nous faire passer. En l'ayant gardé tout ce temps, elle nous indique avoir tenu la promesse qu'elle a faite à Jack. Et par ce geste, elle prouve que ce que Jack lui a offert vaut bien plus que le cœur de l'océan, bien plus que 24 millions d'euros. Et tout ça n'aurait jamais été possible si Jack était resté en vie. Tout a pris une valeur émotionnelle incroyable. Et ça, c'est un vrai coup de génie. James Cameron est un très grand mentor et il sait parfaitement comment raconter des histoires qui marquent le lecteur.
Ce que je retiens de cette analyse, c'est que James Cameron n'a rien laissé au hasard. Il ne s'est pas contenté de tuer Jack histoire de choquer un peu le public, il a utilisé sa mort pour propulser un message puissant. Ce que j'en retiens pour l'écriture de mes histoires, eh bien c'est qu'une promesse, c'est l'espoir que vous placez dans votre lecteur, ce que vous lui faites espérer en lui présentant les différents éléments de votre histoire. Et du coup qu'une promesse a plusieurs issues possibles, c'est oui ou c'est non. Si la réponse est oui et que tout dans l'histoire faisait espérer au lecteur que la réponse soit oui, alors vous ne brisez pas ses espoirs et vous ne brisez pas votre promesse. Mais si la réponse est non, alors que tout allait dans le sens du oui, eh bien vous brisez la promesse et vous avez intérêt à avoir une excellente explication, un message beaucoup plus puissant à faire passer derrière. Dans Titanic, l'explication a été largement suffisante. Aujourd'hui, on sait que Jack est mort dans le but de permettre à Rose d'évoluer, de changer. Là où avant elle avait voulu rencontrer la mort, eh bien à la fin de l'histoire, elle va choisir de vivre, de survivre et elle va plonger dans cette eau glaciale pour pouvoir survivre. James n'a pas rompu une promesse en vain. Il nous a simplement fait passer un message beaucoup plus grand que la mort de Jack. Et c'est exactement ce que nous a fait George R.R. Martin en tuant les personnages dans lesquels il nous a fait espérer pour nous montrer qu'en fait, on avait misé sur le mauvais cheval. Si vous rompez les attentes et les espérances du lecteur pour faire passer un message beaucoup plus grand, vous allez marquer le lecteur de façon indélébile. Parce qu'en tant qu'auteur, nous sommes des artistes, je suis persuadée que notre rôle est de faire vivre à nos lecteurs des sensations fortes. Notre but est de rompre leurs espérances, comme un peu dans la vraie vie finalement, et de faire passer des messages puissants. Et je suis persuadée que c'est comme ça qu'on marque le lecteur. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu l'auras appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas non plus à la partager, ça m'aiderait grandement à me faire connaître. Si tu souhaites me soutenir, partage cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu apprécies ces vidéos d'analyse et que tu as envie d'en voir d'autres. Et je t'invite aussi à regarder en description, j'ai sorti un nouveau livre dédié à l'écriture et tu y trouveras également des podcasts, des formations gratuites pour apprendre à écrire un livre. Et sur ce, je te dis bien à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!